Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. Poids économique en Afrique. C'est une grande question. Je ne vais pas débattre des atouts économiques de notre continent. Je vais surtout vous diriger vers une émission que j'ai vue qui parle du poids économique de la communauté. Parce que le poids économique de l'Afrique, en fait, passe par le poids économique. Enfin, ça passe, c'est pas tout à fait exact. Mais il faut aussi qu'on prenne en compte notre poids économique en tant qu'individu. Ça en fait partie. Faut pas oublier que beaucoup de communautés envoient de l'argent dans leur pays. Donc la diaspora, que ce soit d'ailleurs en Afrique ou dans les Antilles, alors c'est peut-être un peu moins prononcé dans les Antilles, mais il n'empêche que nous envoyons des choses dans notre pays d'origine. Et dans un certain nombre de pays d'Afrique, l'économie, c'est-à-dire l'argent que la diaspora du pays envoie dans le pays d'origine, est énorme. Est énorme. Je crois que au Nigeria ou je ne sais plus dans quel pays, mais dans différents pays, j'avais lu des statistiques, c'est énorme, hein, c'est énorme. Donc c'est important. Il y a une émission justement, je suis tombé sur une émission où ils en parlent. Ils parlent un peu de notre unité, mais aussi de notre unité économique. C'est extrêmement intéressant. Le titre, c'est Noir mais pas frère, l'unité, un mythe, avec un point d'interrogation. C'est sur la chaîne Les Funérailles des Tabous. Je vous laisse écouter un petit extrait, on en parle juste après. La différence comme une opposition perpétuelle. Et moi, pour moi, que tu sois différente, c'est très bien. Alors il y a juste un truc qui me... Ça ne m'empêche pas d'aller vers un... Il y a un truc qui me taraude, peut-être Célis, tu pourras rebondir dessus. Il y a un truc qui me taraude parce que on parle souvent, quand on parle d'unité, on parle de cette souffrance commune. Cette souffrance commune, elle est faite par l'extérieur. Et moi, ce qui se passe, que j'ai constaté justement, même avec ces histoires de voilà, je te fais un signe de la tête, c'est que cette souffrance commune engendre aussi une forme de mimétisme. C'est-à-dire que quand je vais faire ça en France, autant il y a des femmes, elles vont penser qu'est-ce qu'il me veut, il me drague. Autant il y en a, ils vont surtout pas vouloir répondre. Et dire ah non putain, je suis avec mes collègues. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Et donc c'est vrai. Et cette souffrance, en fait, il y a une étude qui a été faite par Madame Sargas. C'est très intéressant sur les fonds d'investissement. Tu me l'as rappelé là. Les fonds d'investissement en France, c'est très spécial. On investit que chez les gens. Les capital ventures investissent que chez les gens qui leur ressemblent. D'accord ? Oui. Ça, c'est très spécial. Et cette jeune femme, qui vient, je pense aussi d'un certain milieu, elle a étudié ce qu'elle appelait les QVP. Hein. En fait, elle voulait dire QPV. Elle a fait un article qui a montré que même les fonds de la diversité, c'est-à-dire que leur board est diverse. Il y a des gens comme toi, comme moi, qui sont dans ces boards, ils reproduisaient exactement le même schéma. C'est-à-dire qu'ils allaient donner leur argent au même type de personnes que les fonds classiques. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, ok, on a peut-être une souffrance extérieure qui est commune, mais même mentalement, on est toujours malade. Et donc, est-ce que vous l'avez noté? Est-ce que vous avez une expérience vis-à-vis de ça? Quand tu mentionnais tes cousins, et je pense qu'il y avait peut-être quelque chose derrière, il y avait une histoire aussi derrière, non? Oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Le mimétisme, comme tu as parlé, c'est un petit peu classique dans toutes les communautés. Donc c'est normal que les gens qui ont l'habitude de fonctionner entre eux, quand ils doivent prendre des risques, ils vont prendre des risques vers des personnes où ils savent qu'ils ont un peu confiance. Ou en tout cas, ils peuvent s'appuyer, même si c'est juste de la transposition. Mais ce qui est très intéressant, alors allez voir cette étude, c'est très intéressant, ce sont des fonds sur la diversité qui essaient de combattre justement cette injustice. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que si par exemple, tout à l'heure on prenait la maison qui est en feu, pour reprendre la même métaphore. Merci. Tu as la maison qui est en feu et tu as le choix entre plusieurs pompiers. Tu vas prendre le pompier qui pour toi éteindra le mieux le feu. Tu vas comprendre. Donc tu vas prendre l'image marketing que des personnes t'ont donné du pompier le plus adapté. Oui, c'est comme un jeu vidéo. Quand tu fais un jeu vidéo, tu fais ton avatar. Tu fais l'avatar, le personnage qui va te représenter. Tu vas faire celui qui ressemble à, pour toi, la version la meilleure. Tu vas construire ton avatar par rapport à ton imaginaire. Ou à l'imaginaire qu'on a mis dans ta tête. C'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. Par rapport à ton imaginaire, qui est pour toi la meilleure solution.
Ton super-héros, il ressemble à quoi? Quand vous prenez des petits-enfants, enfin peut-être moins dans 2024, mais on retourne dans les années 80, les années 2000, et qu'on leur dit, voilà ton super-héros, pourquoi ceci, pourquoi cela, il y a beaucoup d'enfants, pour eux, un super-héros, une bonne personne, c'est une personne blanche. Parce que c'est ceux qu'on a institués dans leur esprit. Donc après, quand il va vouloir investir, il va investir sur quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, l'imaginaire est important. je vais juste faire un truc, on va un peu. Voilà, vous avez entendu, c'est très intéressant hein, ce qui a été expliqué dans le petit extrait. Alors, il parle pas que de ça, mais en tout cas, il parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il parle d'unité culturelle, d'unité identitaire. Il discute un peu les soucis que nous avons dans nos communautés, dans nos pays. Et aussi, évidemment, il parle de poids économique. C'est extrêmement intéressant, ça soulève beaucoup de réflexions. Lorsque vous aurez regardé cette émission, vous allez voir que les heures qui suivent, vous allez encore y penser, et c'est fait pour ça. Et en plus de ça, vous allez voir qu'ils organisent pas mal de choses. Le gars qui est derrière, l'un des gars qui est derrière les funérailles des Tabous est très actif. Ils sont tous très actifs, hein, les organisateurs de cette chaîne. Vraiment, 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 allez voir, hein, allez voir. Ils organisent des rencontres justement pour le poids économique, mais aussi pour les livres. J'ai vu aussi qu'ils organisaient. Alors, ils ne l'ont pas dit dans cette émission précise, mais si vous allez sur leur chaîne, vous allez voir qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ils ont fait un salon du livre africain. C'est énorme ce qu'ils font. Vraiment, les funérailles des Tabous, c'est vraiment énorme. Je les félicite. Hein. Si vous m'entendez, les gars et les filles, hein, parce qu'il y a aussi des filles, c'est énorme. Que ce soit les chroniqueurs, les présentateurs, les organisateurs, c'est vraiment énorme, vraiment. Donc je vous invite à aller voir. Et je les rejoins tout à fait sur la notion de poids économique. Hein. Franchement, comme je vous dis, moi, ce que je vous dis à vous, je me le dis à moi-même. Hein. Je me le dis à moi-même. J'en parle pas beaucoup, mais je travaille sur un certain nombre de projets. Pareil, entrepreneuriat, etc. Je vous incite à le faire commencer petit, en fonction de vos centres d'intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. C'est important. Vous voyez? Donc, moi, je vous inviterais à vraiment réfléchir sur ces questions, compte tenu du fait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Depuis des décennies, on nous a poussé à acheter des voitures, des maisons, des téléphones portables, etc. Et les gens qui nous ont incités à faire ça, eux, se sont accaparés nos terres, se sont accaparés tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui est marchandable chez nous. Ils se sont accaparés, tout ça. Les béquets, je suis martiniquais, comme vous le savez, les béquets, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez ce qu'ils ont fait. Vous savez, quand j'étais gamin à la Martinique, moi, à l'époque, j'étais pas au courant de tout ce que je sais maintenant, bien évidemment, mais j'avais remarqué quand même qu'on avait une impétence pour tout ce qui brille et qu'on était incité à acheter, acheter, acheter. C'est ça que j'avais remarqué, moi, à la Martinique, quand j'étais jeune. On était très incité, et ça m'intriguait beaucoup, parce que j'avais des membres de ma famille, je vous assure que franchement, j'avais des membres de ma famille, je les voyais, mais tous les ans, ils avaient une nouvelle voiture. Hein. Tous les ans, ils avaient une voiture différente. Je vous assure, hein, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Et quand je regardais leur train de vie, hyper grosse maison, belle voiture, donc ils avaient plusieurs enfants, chaque enfant avait moto, etc. Bon, alors, je ne savais pas tout ça aujourd'hui, mais je me disais, j'avais vraiment l'impression qu'on était quand même des gens qui aimaient quand même acheter, dépenser. Alors c'est vrai que dans ma famille, du côté de ma mère, ils sont très entrepreneuriat. Très, très, beaucoup plus entrepreneuriat. Bon, c'était pas Google, hein, mais quand même, c'est des petites entreprises, mais qui fonctionnaient, je veux dire... D'ailleurs, c'est très tôt que j'ai commencé à... c'est assez paradoxal parce que autant je me suis intéressé à l'entrepreneuriat par rapport à certains membres de ma famille, mais autant quand j'étais plus jeune, je ne me voyais pas spécialement entrepreneur. C'est paradoxal, hein, je le sais. Je voyais effectivement
que du côté de mon père, par exemple, ils sont donc très entreprenants, des entreprises, etc. Du côté de ma mère, ils sont plutôt des fonctionnaires. Et j'avais remarqué que du côté de mon père, eh ben, ils s'en sortaient mieux économiquement. Et du côté de ma mère, bon, ben, c'était quand même des gens beaucoup plus simples, entre guillemets. Mais du côté de mon père, ils sont beaucoup plus entreprenants. Ils montent des entreprises, il y a eu des bijoutiers dans la famille, il y a eu des commerçants, etc., etc. Donc, j'ai très tôt un petit peu regardé tout ça, mais pendant des années, même pendant longtemps dans ma vie d'adulte, je me voyais pas spécialement dans l'entrepreneuriat, hein. Moi, j'avais plus fait le calcul du côté de ma mère, où finalement, ben, avoir son boulot, c'était la sécurité, etc. Ce n'est que bien plus tard, hein, dans ma vie d'adulte, où j'ai commencé à un petit peu réfléchir à tout ça, et à me rendre compte que finalement le salariat c'est bien, mais on est plafonné. Et c'est surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était, au bout d'un moment, je me suis posé la question, est-ce que vraiment la sécurité, c'est ça le plus important pour moi? Parce que j'avais découvert que j'aimais la créativité quand même. Avec les années, hein, je me suis rendu compte que ben, j'ai tout fait complètement dans le salariat, hein, moi. Mais je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais j'ai tout fait vraiment dans le monde du salariat. Et c'est là où ben, j'ai commencé à me poser des questions sur l'entrepreneuriat, mais avec une peur au ventre. Vraiment, il m'a fallu pas mal d'années, hein, vraiment, pour dépasser cette peur, hein. C'est assez extraordinaire, hein. Pourquoi? Parce que ben, je visais ben, la sécurité, etc. Ça m'a mis pas mal d'années, hein, autant je me sentais capable en termes de compétences. Je savais que je pouvais apprendre les compétences, mais ce qui m'a bloqué pendant des années, c'est la peur. Mais en fait, je me suis rendu compte, je vous assure, hein, ça m'a mis pas mal d'années, je me suis rendu compte que ben, la peur, c'est simplement un manque de formation, un manque de savoir. C'est pour ça que dans ces audios, je vous dis, formez-vous. Parce que quand vous vous formez sur ces questions, que ce soit entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, hein, d'ailleurs, vous enlevez beaucoup la peur. Après, il vous faut l'expérience. Mais une fois que vous avez les connaissances, le savoir, mais vous pouvez être beaucoup plus serein. Ça ne veut pas dire que ça va enlever toutes les peurs. C'est pas ce que je veux dire. Mais formez-vous. Formez-vous. Parce que la formation, l'apprentissage, que ce soit par des vidéos en ligne, que des livres, ou un coach, etc. Mais quand vous avez ça dans les mains, le savoir, ben vous êtes plus serein pour faire ce que vous avez à faire. Donc voilà, allez voir cette vidéo, c'est vraiment super. Blaf, à très bientôt.